Bonjour à tous et à tous. Alors, je suis ravie d'être là pour conclure cette journée avec Sandrine. Je prends la parole au nom du Pacte mondial Réseau France. Florent Menegaux, notre président, aurait souhaité être là. Malheureusement, il a un empêchement et il me charge de vous dire combien il tenait à ce moment collectif et donc m'a demandé de clôturer cette journée. Alors, je n'étais pas là ce matin, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des échanges très denses et ce que j'ai entendu cet après-midi est également riche de multiples enseignements. Je voulais également commencer par remercier nos partenaires pour l'organisation de cette journée, donc le Comité 21, bien sûr, Climate Change, l'Association française pour les Nations Unies et l'Institut Open Diplomacy pour ce travail de collaboration, pour avoir réussi à rassembler ces acteurs aujourd'hui pour monter ce débat et cette journée très riche. Merci également au ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Effectivement, l'intitulé a changé, donc il faut l'apprendre. Merci au ministère pour son soutien, pour nous accueillir dans cette salle, qui est aussi un lieu symbolique de la politique environnementale française, et d'avoir donc hébergé cet échange. Il y a 10 ans, effectivement, on se rassemblait, le monde se rassemblait à Paris pour signer l'accord de Paris sur le climat. C'est le moment où on a arrêté de se demander est-ce qu'il faut agir. Globalement, il y a eu un consensus pour se dire comment on agit et comment on agit ensemble. Et cet accord a posé les fondations d'un projet collectif, on peut qualifier d'un projet de civilisation. Et pour la première fois, il a reconnu le rôle du secteur privé et des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de la transition climatique. À l'époque, déjà, le Pacte mondial avait joué un rôle dans cette dynamique en participant avec d'autres acteurs. Je vais citer Entreprises pour l'environnement, je vais citer le WBCSD, dans l'organisation d'un Business and Climate Summit à l'UNESCO, qui avait réuni plus de 1000 dirigeants d'entreprises autour d'un message commun qui était « Sans le monde économique, il n'y aura pas de transition ». Je salue aussi le Comité 21, qui avait réuni au Grand Palais les entreprises et les acteurs non étatiques autour d'un dispositif de solutions pour le climat. Nous y étions avec Veolia et il y avait également d'autres entreprises, Schneider, Vinci, qui étaient là ce matin, pour ne citer qu'elles, mais il y en avait bien d'autres. Donc déjà, à l'époque, cette notion de travailler ensemble, réunir les acteurs, les différents acteurs pour agir. Depuis 10 ans, le chemin parcouru est important. On en a parlé aujourd'hui. Entreprises, collectivités, associations, scientifiques, tous se sont engagés. Un peu partout, des plans climat sont nés. Des innovations technologiques aussi ont vu le jour. Et dans les entreprises, la notion de durabilité, de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE, est passée du statut de bonne intention, d'une dynamique, je dirais, une feuille de route proche de la philanthropie, à un levier stratégique et économique qu'on veut mettre au cœur de la transformation des entreprises. Malgré tout, je ne vous apprends rien, force est de constater que ces progrès ne suffisent pas. On voit bien, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres et des nombreux rapports qui fleurissent en cette veille de COP, mais on voit bien que la trajectoire ne s'infléchit pas et que les impacts s'aggravent au niveau de la disponibilité et de la qualité des ressources ou encore du dépassement des limites planétaires. Et malheureusement aussi, par rapport au contexte d'il y a 10 ans, on voit bien un contexte global qui voit la multiplication des crises, que ce soit des crises climatiques, des crises géopolitiques, des crises économiques, et dans un certain nombre de pays, d'un manque de volontarisme politique qui malheureusement freine l'action. Alors tout au long de cette journée, on a entendu une pluralité de voix des collectivités, des ONG, des entreprises. Et je dirais que s'il y a une conviction qui ressort, c'est que de ces échanges, c'est qu'aujourd'hui, l'action climatique, c'est pas ce qui va se décréter à New York, à Bruxelles ou à Paris. C'est comment elle se construit, comment elle se met en œuvre et comment elle se vit sur le terrain. Ces acteurs non étatiques,
à nouveau, que ce soit les entreprises, que ce soit les territoires, les associations, on a aussi parlé des citoyens, ce sont eux, c'est nous tous qui sommes les ingénieurs de la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est de cette façon qu'on va traduire des ambitions globales en solutions locales, en projets concrets, en innovation. Et c'est à travers ces acteurs qu'on va garantir la cohérence entre l'atténuation, l'adaptation et la justice sociale. Et la transition, encore une fois, on l'a évoqué aujourd'hui, hein, elle ne se fera pas contre les gens, elle a un enjeu d'embarquer largement toutes les populations, tous les acteurs pour pouvoir être déployés largement et embarquer tout le monde. Alors cette approche, elle est au cœur du pacte mondial. C'est un réseau qui compte aujourd'hui en France plus de 2200 entreprises qui s'engagent chaque jour à aligner leur stratégie sur les 10 principes des Nations Unies et sur les 17 ODD. Et à l'échelle mondiale, c'est plus de 20 000 entreprises qui se rassemblent dans ce réseau, soit 3 fois plus qu'en 2015. Cet engagement des entreprises, il se construit aussi sur la transparence et la mesure. C'est le sens, on l'a évoqué plusieurs fois, l'initiative Science Based Target. Alors le pacte mondial des Nations Unies, dont le PMRF est un des réseaux les plus importants, a cofondé cette initiative avec le WWF et puis CDP et WRI. Et aujourd'hui, c'est plus de 1000 entreprises qui sont engagées à définir une trajectoire alignée avec la science sur un objectif de 1,5 degré. Et parmi elles, on en a 94 qui sont membres du réseau du Pacte mondial en France. La semaine prochaine, à Belém, va démarrer la COP30. On le sait, les États doivent présenter des nouvelles contributions, leurs nouvelles contributions nationales déterminées, c'est-à-dire quels sont leurs plans climatiques, leurs stratégies pour contribuer à l'objectif des 1,5 degré et s'adapter aux impacts du changement climatique pour la décennie à venir. Le 29 août dernier, la présidence brésilienne de la COP a adressé une lettre qui rappelait que le secteur privé a déjà accéléré la transition, mais qu'il doit désormais progresser et non pas reculer. Depuis 10 ans, et on a eu à nouveau plein d'exemples, on a bien vu que les entreprises n'étaient pas des observatrices, mais qu'elles étaient co-architectes de cette transition, qu'elles conçoivent des plans de décarbonation crédibles, qu'elles vont soutenir aussi des mécanismes de financement. On a parlé de crédit carbone ou crédit biodiversité, par exemple, qu'elles participent à la transformation des chaînes de valeur. Donc c'est vraiment des partenaires, des États, des territoires, des ONG, pour travailler sur la construction d'un avenir qui soit plus sobre, moins carboné et plus juste. Dans l'ambition de cette COP, c'est qu'elle ne soit pas uniquement la COP des États, mais vraiment qu'elle accélère cette dynamique d'alliance pour permettre d'agir le plus rapidement et d'atteindre l'ampleur de l'action qu'exige l'urgence climatique. Pendant la COP, le Pacte mondial Réseau France va porter un message des entreprises à la fois sur le pavillon France, sur le pavillon de l'ONU, avec une conviction simple qui est que le secteur privé n'est pas seulement un acteur de l'économie, il est vraiment un acteur de la construction de ce futur collectif. Nous le savons aujourd'hui, la transition, ce n'est pas uniquement la question de la réduction des émissions. C'est aussi une transformation. C'est une transformation de nos modèles de production. C'est une transformation aussi de nos modèles de pensée. Dans les entreprises, par exemple, on réfléchit aussi à des systèmes de comptabilité qui intègrent ces enjeux-là. C'est une transformation également de nos modes de coopération pour avancer vers une économie qui préserve les ressources, qui restaure les écosystèmes et qui place l'humain au cœur de la performance. L'objectif, c'est d'avoir une économie où les indicateurs financiers s'alignent avec les indicateurs extra-financiers et où ces sujets soient vraiment des leviers de création de valeur durables et partagés. Et ça, c'est pas simple. Mais c'est quand même l'ambition vers laquelle aujourd'hui il faut qu'on tende et c'est un sujet qui anime durablement les entreprises. Alors le pacte mondial agit dans ce sens à travers des programmes comme Forward Faster qui invitent les entreprises déjà engagées à aller plus loin à travers 5 grandes cibles qui sont évidemment l'atteinte de la neutralité carbone, mais aussi une ambition sur l'égalité entre les femmes et les hommes,
un objectif autour des enjeux d'eau et de résilience. Comment on assure aussi la transition juste, qui ne laisse personne de côté, notamment à travers la mise en place de salaires décents. Et puis globalement, la question du financement des objectifs de développement durable. Alors 10 ans après l'accord de Paris, on le dit, on le répète, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on l'incarne, c'est ce changement d'échelle. Changement d'échelle dans les alliances, dans l'innovation et globalement dans le dialogue et la confiance mutuelle entre les acteurs. On a vu plein d'initiatives, et il y a vraiment des choses qui se font. Mais l'action climatique, ce n'est pas l'addition d'initiatives isolées. C'est faire converger ces énergies pour avoir cet effet d'échelle. C'est par exemple le sens de l'initiative qu'on a portée au niveau du Pacte mondial et du Comité 21 pour avoir ce rapprochement avec un point d'ancrage dans les territoires pour renforcer l'accompagnement des entreprises et des territoires, pour le rendre plus lisible et pour accélérer la transition vers ces nouveaux modèles. Alors, plus que jamais, il faut qu'on donne la preuve de cette transition, montrer qu'elle est en marche et qu'elle marche. C'est le défi aujourd'hui pour toutes nos organisations de donner la preuve de cet impact positif. Et je pense, ça a été dit, et vraiment c'est quelque chose qui aujourd'hui doit traverser nos organisations, c'est cette question du narratif. Comment est-ce qu'on embarque, peut-être avec un discours qui doit agir différemment, puisque voilà, il faut réussir à embarquer largement, à convaincre, à montrer qu'il y a une sincérité dans ce qui est fait et surtout que c'est collectivement qu'on arrive à avoir cet impact. Donc je vous encourage tous à continuer ce que vous faites et à aller peut-être un cran plus loin dans cette ambition pour que nous ne perdions pas de vue cette énergie, ce positif, cet élan qui était apparu il y a 10 ans au moment de l'accord de Paris. Merci à tous. Alors vous avez compris, cette conclusion, on l'a préparée en stéréo avec Armelle. Et donc, bien sûr, je remercie à mon tour au niveau du Comité 21 tous les partenaires que je ne vais pas reciter pour ne pas être redondante. Donc, en cette fin de journée, on arrive donc à la fin d'une journée qui s'est avérée quand même extrêmement riche. J'ai comptabilisé 27 intervenants, ce qui fait beaucoup, en tout cas pour ceux qui sont avec nous depuis le début de la matinée. Donc, les experts qui sont intervenus, les 4 tables rondes, ont fait de ce colloque un laboratoire d'idées, une agora d'échange, et qui permet notamment d'avoir croisé les notions de réalité et puis de réalité géopolitique, mais en même temps on parle d'espoir, on parle d'optimisme, on parle d'envie, de désirabilité. Et l'idée, c'est d'avoir tous en tête cette destination de Belém. Et donc Belém, ce n'est pas l'idée d'une destination touristique dans la plus belle grande capitale de l'Amazonie, mais c'est d'avoir un Belém en tête avec cette notion de COP30, avec l'idée d'en faire une destination emblématique, avec l'esprit que j'ai été noté, vous m'excuserez pour l'accent brésilien, du mutirão, c'est-à-dire l'effort collectif. Voilà, on a besoin de cet effort, ça paraît essentiel, et il faut qu'on aille, en tout cas on le sait dans cette enceinte, qu'il faut aller dans un effort collectif, ça a été dit beaucoup aujourd'hui, par rapport à des résultats, de l'action, des chiffres, et puis peut-être une accélération. Un petit clin d'œil, ça a été dit, je crois, cet après-midi par Dorian. Effectivement, à Belém, il y avait des soucis de logistique. Je crois qu'on avait des problèmes pour trouver des modalités d'accueil sur l'ensemble des participants. Mais je crois qu'à quelques jours de la COP, ça a été résolu, comme quoi, quand on a un objectif, peut-être avec créativité et envie, on arrive à atteindre ces objectifs. En tout cas, en quelques mots de conclusion, peut-être, pour se donner de la perspective à cette COP qui va rassembler les participants dans quelques jours, retenir quelques idées clés des tables rondes qui ont été... les 4 tables rondes qui ont rythmé cette journée, vues avec le prisme du Comité 21, où vous savez qu'avec nos 400 membres, on a 3 croyances. C'est la nécessité de la démarche multi-acteurs, bien entendu, tous les acteurs de la société civile, tu en parlais des entreprises avec le Pacte mondial Armelle. L'adaptation, on en a beaucoup parlé aujourd'hui comme approche essentielle que nous promouvons avec des publications depuis près de 10 ans. On en refaisait le point avec Bettina, en tout cas au niveau du Comité 21, et puis la conviction de la dimension territoriale comme échelle de succès. Alors, pas vous refaire les tables rondes, mais 3 idées forces peut-être, en tout cas que j'ai notées de mon côté. Au niveau des tables rondes, celle de l'atténuation et de l'adaptation. Bien sûr, il faut sortir du fossile, c'est une évidence, c'est la base. Alors, on parle des grands chantiers, il y a aussi le réseau Action Climat, on parle de gigawatts, mais peut-être se rappeler aussi que l'action, elle se situe au local, en bas de l'immeuble, dans la cour de récréation,
au plus près du citoyen, au plus près des acteurs. Et l'idée, c'est de se dire que depuis l'accord de Paris, beaucoup de choses ont été faites en décarbonation, mais aujourd'hui, c'est l'adaptation qui est désormais le sujet clé, et il faut que ce soit organisé en local. Et l'idée, c'est de se dire que peut-être l'agenda de Belém devra donner des outils pour ces acteurs, pour l'action au plus proche, au plus près, au plus local, en tout cas sur l'action terrain. Peut-être une deuxième grande idée, c'est de se dire que la science doit être la boussole. Alors la science, elle dit souvent qu'elle est là pour donner une feuille de route. Moi, j'ai noté que l'idée, c'est aussi de se dire que les connaissances scientifiques ne suffisent pas. Il faut aller au-devant, les rendre digestes, provoquer l'action. Valérie Masson-Delmotte disait tout à l'heure, il faut organiser un partage du retour d'expérience des scientifiques. Je pense qu'effectivement, ça mérite d'être souligné. Encourager les sciences participatives, encourager le dialogue, notamment avec les jeunes, et puis apporter de la confiance. Ça a été redit tout au long de la journée. En tout cas, l'idée, c'est peut-être d'encourager le débat. On en parlait de délibération. J'ai beaucoup aimé cette intervention que j'ai entendue en fin de matinée. Et puis de la co-construction. Tous ces éléments-là sont extrêmement clés. L'idée, en tout cas, c'est au-delà des chiffres, d'éclairer les enjeux, de proposer des indicateurs de suivi, d'impact. Et il faut aussi garder peut-être à l'esprit que les contraintes et les besoins des citoyens, qui est une dimension qui nous est très chère au Comité 21, et des acteurs économiques et publics en général, il faut construire des solutions de coopération et qui soient des solutions à des problèmes qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant communs. En tout cas, peut-être troisième idée, c'est l'argent. Il faut en parler. Le chemin de Belém, il est balisé par un chiffre fort. On parle de 1300 milliards de dollars. J'ai été chercher la valorisation de Tesla, novembre 2025. C'est la valorisation de Tesla. Et la valorisation de Tesla, c'est exactement 1312 milliards de dollars. C'est quand même intéressant en termes d'échelle. En tout cas, pour moi, je suis convaincue avec l'ensemble des membres du Comité 21 que c'est le coût de la non-action que nous devons avoir en tête. Donc en fait, on devrait quelque part parler d'investissement. Voilà, donc Belém pour moi doit permettre d'engendrer des mécanismes clairs avec une pression des acteurs non étatiques. Il a été dit même aujourd'hui que les acteurs non étatiques sont en avance sur les acteurs publics. En tout cas, les grandes ONG, les entreprises doivent pousser pour que les banques, les privés, les financiers, excusez-moi, et les États contribuent davantage, mais aussi que les investisseurs publics et privés fassent qu'il y ait plus d'action sur ces fonds et que cette finance soit massivement redirigée vers la décarbonation et l'adaptation, on l'a vu aujourd'hui. En tout cas, en guise de deuxième conclusion, je ressoulignerai, et on revient à l'ADN du Comité 21, que depuis 30 ans, notre think tank et do tank agit et défend la même idée simple et fondamentale. Le territoire et l'espace pour réussir tout cela. Le territoire, c'est le foyer de l'action. C'est la lutte climatique qui se mène dans les collectivités locales. Ce sont elles qui innovent en urbanisme, ce sont elles qui font faire des économies d'énergie, qui boostent à développer les énergies renouvelables. C'est elles aussi qui fournissent un cadre pour rendre leur territoire plus résilient. Elles sont au contact direct des citoyens. Nous les mettons au cœur de tout. L'autre idée aussi, c'est la synergie territoriale. Elle est clé. Et notre expérience le prouve, l'efficacité maximum naît de la synergie entre les acteurs dans les territoires. L'ODD 17, on parle beaucoup sur d'ODD aujourd'hui, nous le rappelle, et c'est l'approche multi-acteurs. Donc il faut absolument casser les silos pour que les collectivités, les citoyens, les associations travaillent main dans la main, en coopération totale avec les entreprises. Et là, je rappelle ce que tu as évoqué tout à l'heure, effectivement l'alliance du Pacte mondial Réseau France avec le Comité 21, qui sont là pour montrer qu'effectivement, il faut créer les synergies entre les acteurs et entre les réseaux. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une coopération totale sur ces sujets-là. Donc, à mon sens, Belém doit relancer une dynamique qui doit permettre de favoriser l'implication et de maximiser l'impact des acteurs locaux. On a parlé des peuples autochtones, notamment en Amazonie, et de tous ceux qui sont loin des salons feutrés, mais qui sont au front de l'action. Donc Belém, c'est la COP30 qui arrive au moment où les nouvelles ambitions nationales doivent être soumises, tu l'as évoqué, mais le bilan mondial n'est pas terrible, je dirais même qu'il est mauvais, et la feuille de route de financement est gigantesque. Je redis ici une phrase symbolique du grand chef Raoni, du peuple Kayapo d'Amazonie, qui a dit « C'est seulement lorsque l'homme aura détruit la forêt entière, lorsqu'il aura tué tous les poissons et tous les animaux et asséché toutes les rivières, qu'il s'apercevra que personne ne peut manger de l'argent. » Voilà. Espérons en tout cas que cette COP Belém ne soit pas une édition d'une COP molle, j'ose le qualificatif, surtout dans un contexte géopolitique ardu qui a été rappelé tout au long de la journée, mais une COP d'accélération,
que Belém soit une COP de l'action collective du global au local, boostée par les acteurs non étatiques dans l'esprit Mutirao que j'ai rappelé en début d'intervention. Merci de votre attention et je vous invite à relayer toutes ces idées dans vos réseaux et dans vos écosystèmes respectifs. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup Sandrine et Armelle. Merci à tous. Je ne vais pas faire une clôture du tout. Je voulais juste remercier encore une fois tous les intervenants qui se sont succédés cette journée, nos partenaires qui ont rendu cette journée possible, avec qui nous avons co-organisé, donc l'Association française pour les Nations Unies, le Pacte mondial Réseau France, le Climate Chance et puis aussi le partenariat que nous avions avec l'Institut Open Diplomacy. Donc tout le monde soit remercié. Et merci aussi à vous qui étiez présents aujourd'hui, qui avez suivi les échanges et les avez nourris. Et donc j'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles coalitions innovantes et qui vont renverser la vapeur à toute vitesse.